Madame, monsieur, bonsoir. On ne l'attendait plus et la voici en abondance. La neige qui est tombée un peu partout sur notre pays a provoqué de nombreuses difficultés de circulation, notamment en région liégeoise et plus encore dans la province du Luxembourg où de nombreux embouteillages ont été observés. Nos équipes se sont rendues sur place. Voici les images qu'elles nous ont ramenées de Martelange tout d'abord et de la région liégeoise ensuite. Depuis hier, la neige qui tombe sans discontinuer rend la traversée du massif ardennais particulièrement difficile. Ce matin, les points névralgiques en province de Luxembourg se situaient principalement à Champlon, Saint-Hubert et Recogne. À plusieurs reprises, le trafic routier a dû être dévié vers des itinéraires mieux dégagés. Malgré les efforts des services de déneigement et de la gendarmerie, cette situation a eu des répercussions loin des zones critiques. 12 km de bouchons, par exemple, ce matin, à partir de Marche en Famenne sur la Nationale 4. Pour les routiers, c'est l'apprentissage d'une longue patience. Je suis arrivé à Dudelange, à la douane de Dudelange à 6 h hier soir. Ah oui. Et là, on ne vous a pas averti que les conditions étaient difficiles, non? Non, on s'est arrêté tout seul hier soir et puis hop, on a dormi. Ah oui. C'est le seul moyen. Vous avez dormi où? À Martelange. À Martelange. Oui, bloqué depuis 7h30 hier soir. Moi, je suis arrivé avant la côte de Marche, là, à 6 h hier soir. Je suis arrivé là à 2 h du matin. Pour faire 10 km, 8 heures, c'est bon. Cette neige qu'on n'attendait plus n'a évidemment pas que des inconvénients. Pour les skieurs, par exemple, c'est une aubaine. Est-ce qu'on peut dire que la saison n'est pas tout à fait perdue? Non, la saison n'est pas tout à fait perdue. Contrairement à ce que disait beaucoup de monde au début janvier, parce qu'on n'avait rien, on dit c'est foutu, mais regardez, elle est arrivée. Et on a encore plusieurs jours dans le mois de mars où on pourrait avoir de la neige. Il était temps pour le tourisme dans le Luxembourg belge que cette neige nous vienne, parce que c'était vraiment désastreux comme saison. Une mini-tornade s'est abattue hier sur la région de Villers-l'Évêque. Elle n'a causé que des dégâts matériels, mais ceux-ci sont estimés à plusieurs millions de francs. C'est surtout le Condro Utois qui a souffert de la tempête. À Liège, ce matin, pas trop de problèmes pour les automobilistes sur les berges de la Meuse, mais par contre, dès qu'on accédait sur les hauteurs, les difficultés commençaient à devenir réelles. À Vothem, les services de voirie sont restés sur la brèche pour dégager les routes de campagne. Les services de la SNCV et de la STIL ont enregistré certains retards en remontant vers le terminus de Robermont. Sur les autoroutes, la circulation s'est effectuée sur 2 bandes. Aucun accident grave ou spectaculaire n'a été signalé à Liège et dans la région. La cour d'assises du Hainaut s'est réunie ce matin à huis clos pour examiner les nouvelles requêtes de remise en liberté introduites par les avocats des Borins inculpés dans le cadre des tueries du Brabant. La décision de la Cour est attendue pour demain à 14 h 30, alors que de nouveaux éléments sont intervenus ces derniers jours dans l'organisation de l'enquête sur les tueries. Le point avec Jean-Paul Procureur. La reprise du procès des Borins est toujours prévue pour le 6 avril. Rappelons que les Borins ne sont pas inculpés pour toutes les attaques, mais bien pour une partie d'entre elles qui ont fait 4 morts, alors que l'ensemble des tueries du Brabant en a fait 28. Leur procès a été interrompu suite à certaines révélations liant les tueries du Brabant à l'affaire Mendes, une affaire dans laquelle on retrouve un trafic d'armes et d'anciens gendarmes. Dans cette affaire, un nouveau juge d'instruction a été désigné. Et puis un magistrat du parquet, en l'occurrence un substitut de Charleroi, a été désigné pour coordonner toutes les enquêtes liées aux tueries. Une décision critiquée par nos confrères du Soir, où Olivier Collot écrit « En désignant un magistrat du parquet en qualité de superviseur de l'enquête, c'est une sorte de belle-mère du pouvoir exécutif que le ministre Gaulle vient de consacrer. » C'est dans ce contexte que les avocats de Cocu, Vittorio, Estiévenard et Baudet ont introduit une requête de remise en liberté. Nos clients, il faut le dire, il faut le proclamer face au développement extérieur que nous connaissons, nos clients, eux, restent détenus. La défense est inquiète face au genre de développement que j'ai cité tout à l'heure. Nos clients le sont davantage encore. Ils sont toujours détenus, avec une date prévue pour le 6 avril, un procès qui doit recommencer à cette date. Dans quelles conditions? L'interrogation, bien entendu, est posée. Voilà la démarche humaine telle qu'elle est exprimée par nos clients. Nous nous en sommes tenus, bien entendu, à spécifier
que la sécurité publique ne nous apparaissait plus menacée en l'état actuel des choses par une remise en liberté d'une part, que la personnalité des prévenus d'autre part ne justifiait pas non plus ce maintien. L'avocat général est d'un avis tout différent, faut-il le dire. La cour d'assises rendra sa décision demain à 14h30. En attendant la reprise du procès, le président Verreyck, lui, poursuit ses investigations. Il a ainsi interrogé 2 des Borins, Vittorio et Estiévenard, sur les liens qu'ils auraient pu avoir avec un gendarme montois, Christian Amaury, inculpé dans l'affaire Mendes, l'ingénieur de la FN assassiné. Les 2 Borins démentent toute implication de leur part dans cette direction. Mais en tout cas, la question de savoir si les tueries ne sont pas liées à d'autres faits criminels graves commis ces dernières années en Belgique, cette question reste d'actualité. La direction des ASEC au grand complet a convoqué la presse ce matin à Bruxelles pour lui confirmer les mutations indispensables, selon elle, que l'entreprise doit accomplir pour affronter dans de meilleures conditions la concurrence du grand marché européen et celle des nouveaux pays industrialisés. Image choc à l'appui, les dirigeants des ASEC ont décortiqué les points forts et les lacunes de cette société centenaire. L'acte de foi en l'avenir a-t-il convaincu les délégations syndicales qui assistaient en force à cette conférence de presse? On ne devrait pas tarder à le savoir. Quant aux détails des informations communiquées par la direction des ASEC, ils vous seront communiqués tout à l'heure durant le journal télévisé. Transport en commun, la situation se normalise peu à peu sur le réseau SNCV de la Louvière, où la grève a été interrompue hier. Même chose pour le dépôt d'Anderlu, où les conducteurs d'autobus SNCV ont repris le travail ce matin. En revanche, ce sont les agents de la Société des transports intercommunaux bruxellois, la STIP, du dépôt de tram de Scarbeck, qui ont déclenché une grève surprise ce matin, en cause le licenciement d'un de leurs collègues. Grève surprise ce matin en dépôt de la STIB de Scarbeck qui dessert les lignes de tram 92, 93, 94, 52 et 55. Les conducteurs des trams ont décidé spontanément d'interrompre le travail pour protester contre le licenciement d'un de leurs collègues. C'est un de nos collègues qui vient d'être opéré à 3-4 mois. Il est opéré au foie. Maintenant, il est guéri. Il a été reconnu guéri par le docteur de la STIP, le médecin du travail. On l'a mis au travail, ça fait 2 mois qu'il conduit. Et maintenant, il reçoit son préavis. On le met dehors pour maladie. Si sur place le mouvement s'est déroulé dans le calme, les négociations avec la STIP sont toujours au point mort. La direction attend que le mouvement soit reconnu officiellement par les instances syndicales et de toute façon elle exige l'arrêt de la grève avant d'entamer toute discussion. Pour les grévistes, il n'en est pas question, l'action se poursuivra tant que leur collègue ne sera pas réintégré. En fin d'après-midi, direction et représentants syndicaux se sont pourtant rencontrés pour essayer de trouver une solution. En cas d'échec, il faudra s'attendre dès demain à de nouvelles perturbations, car le trafic sur les lignes touchées par la grève risque de n'être assuré qu'à raison de 50%. Les travaux des hôtels du carrefour de l'Europe se poursuivent à un train d'enfer. Déjà, l'un d'entre eux se trouve presque sous toit et l'on est en mesure désormais de se faire une idée de ce que sera le nouveau quartier. Bien sûr, le béton brut que l'on aperçoit aujourd'hui ne restera pas tel quel. Il sera recouvert de matériaux nobles conformément au permis de bâtir. Le bâtiment, déjà sorti de terre, pourra être inauguré dans un an à peine, soit au mois de février 1989. Le bâtiment symétrique du côté de la rue de la Montagne sera quant à lui opérationnel en mai 89. Mais on attend surtout l'immense parking en dessous du complexe hôtelier, pas moins de 1000 emplacements qui seront entièrement disponibles en mars 1990. 3 étages seront cependant ouverts provisoirement dès le mois d'avril 89. Les travaux de terrassement pour ce gigantesque parking vont commencer dès le mois prochain. Plus tard, un 3e hôtel côté gare centrale viendra s'ajouter à l'ensemble pour fin 90, de même qu'un petit bâtiment de logement au sommet de la rue de la Montagne. Grosse effervescence au bassin olympique du Bois de l'Abbaye à Serein, où pas moins de 250 jeunes se sont lancés à l'eau à l'occasion du Challenge Georges, 20e édition du genre. La natation de compétition commence dès l'âge de l'école primaire, parfois plus tôt encore, comme cela se passe en RDA ou en URSS dans la fameuse école de brasse de Leningrad. À Serein, les 8-14 ont été confrontés tout de suite à la réalité du fond, le 400 mètres nage libre, où se sont mis en évidence les affiliés de l'entente des nageurs de la Louvière.
N'oublions pas que nos espoirs olympiques pour Séoul sont wallons, Ingrid Lempereur, vice-championne d'Europe du 200 mètres brasse, et Isabelle Arnould, 3e de 800 mètres nage libre à l'Euro 87 de Strasbourg. Bien qu'il soit peu connu du grand public, le taekwondo compte 3000 affiliés en Belgique. D'origine coréenne, il sera en démonstration aux Jeux Olympiques de Séoul en septembre prochain. La prolifération des arts martiaux dans nos pays occidentaux décourage parfois la compréhension des différentes techniques. Il faut savoir dès lors que le taekwondo est une sorte d'amalgame entre la boxe française pour le travail des jambes et le karaté pour son inspiration asiatique. Contrairement au karaté, par exemple, ici, on lâche ses coups, ce qui explique les protections au torse, aux chevilles, aux avant-bras et à la tête qui sont obligatoires. Les pieds peuvent toucher le visage, mais pas les poings. Un sport de mouvement et de contact se déroulant en 3 rounds de 2 minutes. Opposé au Turc Saïm en bleu, 3e au championnat d'Europe des plus de 83 kg, l'Hollandais Henk Meyers, ex-champion du monde en rouge, l'emporte sur son adversaire. On peut toutefois se poser des questions quant à la violence engendrée dans le public, sous pression à la suite des décisions de l'arbitre. Ce genre de manifestations, même si elles sont extrêmement rares, sont toujours regrettables et bien peu conformes au self-control asiatique. Transporter une rame de métro dans les rues d'une grande ville n'est pas une mince affaire, c'est même une grande première et de poids qui s'est déroulée la nuit dernière à Bruxelles. Une de nos équipes a accompagné le mastodonte, juché sur un camion de 80 roues. Les images de ce périple exceptionnel à travers les rues de la capitale. Une rame de métro en plein air à proximité de la place Roger, spectacle insolite pour les automobilistes bruxellois ce matin. Comment donc le cheval de fer souterrain pouvait-il se trouver là alors que les lignes de métro ne seront connectées qu'en octobre? 15 h hier après-midi, à la station Thieffry, explication du mystère. 2 énormes grues pour soulever 32 tonnes de wagons et les déposer tout en douceur sur une remorque de 80 roues. La STIP a besoin de tester la future ligne de métro de la Petite Ceinture. Le seul moyen, c'est d'en transporter une par roue depuis la ligne numéro 1. Une première tellement bien rodée qu'elle en a l'air anodine. « 21 h, début de la grande traversée. Une traversée qui prouve que le chemin le plus sûr n'est pas nécessairement le chemin le plus court. C'est d'après une étude attentive, notamment de la résistance du terrain. Le convoi total avoisine les 100 tonnes que l'itinéraire a été dressé. Alors, un premier petit détour par les casernes, boulevard Général Jacques. Un passage délicat, la bascule. Un tournant à angle droit, relativement étroit, dans une rue commerçante. Le tout sur un sol rendu glissant par les rafales de neige fondante. Porte de halte. Quelques noctambules sortent des restaurants espagnols de la rue Haute pour applaudir. Boulevard du Midi, un passage délicat au ras du tablier du chemin de fer. Tout le trajet jusqu'à Rogier se sera déroulé sans problème et relativement vite. À 11 h 30, le métro est arrivé. Les grues sont en place, on peut maintenant attendre la fin du trafic des trams pour couper la tension et commencer à descendre les rames sur les rails. Opération de précision qui semble pourtant d'une facilité dérisoire. Vers 3 h du matin, tout est fini. Demain, le métro sera sous terre, à l'abri des tempêtes qui n'ont guère épargné les travailleurs de la nuit.